Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de vous proposer une émission avec le nouveau représentant de la France auprès du Conseil de l'Europe, M. Pape Ndiaye. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans cette belle villa Oppenheimer à Strasbourg, qui abrite depuis 1966, si je ne me trompe pas, la représentation de la France auprès du Conseil de l'Europe. Beaucoup de prédécesseurs sont passés donc avant vous. Monsieur Ndiaye, vous êtes historien universitaire, vous êtes spécialiste d'histoire sociale des États-Unis et plus particulièrement des minorités. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous avez enseigné en France, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Sciences Po Paris, et dans bien d'autres universités prestigieuses des États-Unis. Vous avez été directeur général de l'établissement de la Porte Dorée qui abrite le musée de l'histoire de l'immigration. Et enfin, et certainement beaucoup de nos auditeurs vous ont découvert en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse lorsque vous avez remplacé M. Blanquer. Depuis le 21 août, vous avez officiellement pris vos nouvelles fonctions d'ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe, il y a donc quasiment 100 jours. Le Conseil de l'Europe est une organisation peu connue du public, je dirais peut-être un peu plus des Strasbourgeois. Quelle image avez-vous de cette organisation avant d'y représenter la France et aussi de cette ville de Strasbourg ? Je connaissais le Conseil de l'Europe, mais de l'extérieur, en particulier par les fonctions que vous avez mentionnées. Et je savais bien sûr le rôle qu'il a joué dans le renforcement de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Le connaître de l'intérieur, c'est le cas désormais, c'est le fait de découvrir une institution dont les activités sont plus larges que ce que je pensais au départ. Quant à la ville de Strasbourg, je la connaissais aussi un peu par des déplacements officiels en particulier. Le fait d'y vivre avec ma famille désormais, m'a permis de découvrir une ville qui est particulièrement agréable, dont les habitants sont également très accueillants, je dois dire, et donc l'installation s'est faite de façon très facile. Votre regard a donc évolué déjà depuis 100 jours de votre prise de fonction. Donc vous avez déjà constaté qu'il y avait un vrai changement entre l'image que vous aviez et votre fonction réelle. Oui, j'en avais une image un peu abstraite. À vrai dire, je connaissais le comité des ministres et un certain nombre de conventions particulièrement importantes, comme bien entendu celles relatives aux droits de l'homme, mais les activités du Conseil de l'Europe sont des activités qui vont du côté de la culture, du côté de l'éducation, de l'histoire, avec l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire, et d'autres choses encore, le sport par exemple, la question de la régulation des paris sportifs ou des activités sportives. Bref, il y a un ensemble extrêmement vaste, il y a plus de 200 conventions que le Conseil de l'Europe a établies, qui a modifié le regard que je pouvais avoir, ou en tout cas qui fait qu'aujourd'hui j'ai pour le Conseil de l'Europe non seulement de l'admiration, mais que mes activités et ma volonté d'y contribuer en sortent renforcées. Vous avez un parcours d'historien. Le Conseil de l'Europe, on le présente plutôt par les droits de l'homme par le droit, quoi. C'est le normatif. Comment vous percevez votre parcours et cette nouvelle fonction du Conseil de l'Europe, vous qui êtes quand même un vrai historien et reconnu pour cela ? Comme historien ou comme directeur d'un établissement public, d'un grand musée ou comme ministre, j'ai toujours été, et puis dans ma vie personnelle, j'ai toujours été motivé par les questions relatives aux droits de l'homme. Par exemple, les questions relatives à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. C'est comme ça que je suis devenu un citoyen à partir de l'adolescence. Et donc, dans chacune de mes activités, ces questions ont été présentes, aujourd'hui encore, et peut-être de manière encore plus centrale aujourd'hui, mais il y a bien une ligne rouge et une continuité. Ensuite, évidemment, les questions de droit sont très importantes. Je ne suis pas juriste, mais je suis entouré de spécialistes de droit, bien entendu. Et puis, ce que je peux apporter, c'est une vision
une vision aussi intellectuelle. L'histoire compte aussi pour comprendre les activités du Conseil de l'Europe et pour les mettre en œuvre. Et donc, à ce titre, l'ambassadeur que je suis est aussi un chef d'orchestre qui, sans être expert de toutes les questions juridiques, met en œuvre une politique qui est celle du Conseil de l'Europe, mais qui est aussi celle du gouvernement. Alors, comme vous l'avez dit, le Conseil de l'Europe est à l'origine de plus de 220 conventions, la plus connue étant la Convention européenne des droits de l'homme, la première. Toutes ces conventions sont destinées à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit. Y a-t-il pour vous un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, ou plus particulièrement à cœur ? Je sais par exemple que vous avez participé à la prochaine conférence de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire. Pour vous, c'est aussi un angle qui vous intéresse, cet angle de l'histoire. Oui, alors là, c'est vraiment par ma formation professionnelle. Je suis professeur d'histoire, comme vous l'avez rappelé, et j'ai longtemps eu à l'école et aux études ou bien à Sciences Po des étudiants que je croise encore, d'ailleurs aujourd'hui, y compris au Conseil de l'Europe ou dans d'autres lieux que je peux visiter, ce qui est toujours très agréable, bien sûr. Mais au-delà de l'histoire, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je vais vraiment mettre l'accent, c'est le renforcement de la lutte contre toutes les formes de haine, les haines racistes, les haines antisémites, les haines anti-LGBT, qui hélas sont et font le quotidien des pays membres du Conseil de l'Europe, y compris du nôtre. Et donc on a besoin, je crois, d'un nouvel élan en la matière pour faire que les sociétés tiennent, y compris lorsque nous avons affaire à des soubresauts ou en tout cas à des événements politiques au Proche-Orient dont les échos se font retentir ici. Oui, c'est un des sujets actuels puisque depuis le 7 octobre, les actes abominables du Hamas ont des répercussions dans les pays européens avec la résurgence d'une forme d'antisémitisme et de haine, mais pas que. Comment vous, au Conseil de l'Europe, déjà vous abordez cette situation ? Est-ce que vous en avez déjà parlé au comité des ministres ? Est-ce qu'il y a déjà des projets concrets, puisqu'on sait que le Conseil de l'Europe a déjà eu des programmes, des communications pour lutter contre la haine, mais concrètement, on pourrait en arriver à quoi ? Il est évident que l'on voit un regain absolument désastreux d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Moi, j'ai, comme je le disais, depuis l'adolescence, participé à des marches, à des manifestations, lorsqu'il y avait des actes ou des attentats racistes ou antisémites. Je regrette d'ailleurs l'époque des années 80, lorsque tout le monde descendait ensemble dans la rue. Ça s'est malheureusement un peu perdu. Mais enfin, il est nécessaire de se mobiliser à la fois comme citoyen. J'étais d'ailleurs présent à la marche pour dénoncer les actes antisémites qui a rassemblé plus de 5000 personnes à Strasbourg il y a quelques semaines. Et puis au niveau du Conseil de l'Europe, il y a d'abord une institution qui s'appelle l'ECRI, qui rassemble un certain nombre de responsables européens de différentes institutions. Je pense à la DILCRA en France, avec mon ami Olivier Klein, qui sera bientôt d'ailleurs à Strasbourg pour cette réunion de l'ECRI. Mais je crois qu'on a besoin, comme je disais, d'un nouvel élan. Il est bon que des conventions soient faites, mais le Conseil de l'Europe peut être un aiguillon qui incite les pays, tous les pays, à faire plus et mieux en matière de lutte contre le racisme, toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Et c'est ce à quoi je vais m'attacher, au comité des ministres, bien sûr, et puis au-delà, parce que c'est aussi un moyen pour le Conseil de l'Europe de faire mieux connaître ses activités. Et donc là, on a une urgence, en quelque sorte, qui est une urgence démocratique, qui est de faire reculer la bête immonde, parce que celle-ci ne meurt jamais, comme disait Brecht. Et on le voit bien aujourd'hui. Vous arrivez dans une organisation qu'on pourrait dire dans la tourmente politique, qui est aussi dans la tourmente pour des questions budgétaires depuis l'expulsion de la Russie, qui était le premier contributeur au budget du Conseil. Il faut expliquer qu'au Conseil, c'est souvent lié à la démographie, la contribution au budget. Il y a eu un grand sommet à Reykjavik au mois de mai, si je ne me trompe pas. Le Conseil de l'Europe a désormais plus de garanties, selon vous, pour son avenir ? Le sommet de Reykjavik en mai dernier a été un moment important puisqu'il s'agissait du 4e sommet de chefs d'État et de gouvernement dans l'histoire du Conseil de l'Europe depuis 1949. Il va bientôt fêter ses 75 ans.
Au cours de ce sommet, beaucoup d'engagements ont été pris, y compris des engagements financiers qui se sont matérialisés, puisque un budget sur 3 ans vient d'être voté qui, pour la première fois depuis 17 ans, traduit une hausse budgétaire. Et donc le retrait de la Russie a non seulement été absorbé financièrement, mais on est allé au-delà parce que des pays comme la France, d'ailleurs, qui a été en pointe en la matière, se sont engagés financièrement pour concrétiser les objectifs du sommet de Reykjavik. Et donc le Conseil de l'Europe est sur une bonne dynamique de projet, une bonne dynamique financière. C'est vrai que souvent on le présente un peu le Conseil de l'Europe comme le parent pauvre par rapport à l'Union européenne. On parle des droits de l'homme et là le budget semble plus contraint. Il y a également un autre sujet d'actualité qui met en cause 2 États membres du Conseil de l'Europe, c'est les événements dans le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc que peut faire le Conseil de l'Europe face à cette situation que l'on présente comme une véritable épuration ethnique? Le Conseil de l'Europe a-t-il les outils pour régler d'une certaine manière ce conflit? Est-ce que ça peut être un petit ONU en Europe? Parce que c'est vrai que c'est pas la première fois. On avait donc la Géorgie et la Russie, on avait la Russie et l'Ukraine, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, on a ces événements qui se répètent en Arménie et avec l'Azerbaïdjan. Oui, plus de 100 000 Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh. C'est un exode absolument inadmissible. Quand 100 000 personnes quittent en quelques jours tous leurs biens, c'est qu'elles craignent pour leur vie, bien entendu. Et donc on est dans une situation qui est une situation absolument inadmissible dans cette région du Haut-Karabakh, vidée de sa population arménienne qui était installée dans cette région depuis des siècles. Le Conseil de l'Europe s'est mobilisé, le comité des ministres a condamné la situation qui est celle que l'on connaît. Et en particulier, l'Azerbaïdjan a été condamné en raison de l'action militaire qui a été menée dans cette région, qui appartient à l'Azerbaïdjan. Mais bien entendu que la situation des droits de l'homme est tout à fait inadmissible localement. Donc on s'est mobilisé, la commissaire aux droits de l'homme a voyagé récemment dans la région. Nous avons, côté français, exprimé de la manière la plus nette notre condamnation des événements et notre souhait que la population arménienne puisse retrouver ses biens et sa région dans des conditions de sécurité qui soient acceptables, ce qui n'est évidemment pas encore le cas aujourd'hui. Et donc nous nous sommes mobilisés et je rappelle bien sûr que l'Azerbaïdjan fait partie du Conseil de l'Europe. À ce titre, et c'est aussi pour cela que le Conseil de l'Europe est utile, vous avez dit que c'est une petite ONU, c'est vrai, mais c'est une ONU sans Conseil de sécurité et sans pouvoir de veto. Et donc, c'est un ONU qui fonctionne, si j'ose dire, avec la possibilité de mettre sous pression des pays comme l'Azerbaïdjan, des pays qui ne se conforment pas aux décisions du Conseil de l'Europe, ou bien aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme pour avancer sur cette question, mais nous n'avons pas de baguette magique, bien entendu, en la matière. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est évidemment condamner et puis apporter l'assistance nécessaire à l'Arménie, qui a recueilli la plus grande majorité de ces réfugiés arméniens. Mais je vous imagine au sein du comité des ministres, vous avez un représentant de l'Arménie, vous avez un représentant de l'Azerbaïdjan. Comment ça se passe très, très concrètement? Est-ce qu'ils se parlent pas? Est-ce qu'il y a moyen de dialoguer dans cette instance-là? Il est absolument essentiel dans une enceinte multinationale comme celle du Conseil de l'Europe que les différentes parties se parlent. Et justement, l'Arménie est présente, il y a un représentant de l'Arménie, un représentant de l'Azerbaïdjan qui s'exprime. Évidemment, les points de vue ne sont pas du tout les mêmes, mais il est absolument crucial de conserver des lieux où des points de vue différents puissent être exprimés sous le regard des autres, bien entendu. Ça n'est pas un face-à-face, ça se passe dans une enceinte avec 46 pays membres, plus l'Union européenne, et l'on sait que malgré tout, cas un cas, on peut quand même avancer en direction d'une solution, même si le Conseil de l'Europe en tant que tel n'a pas de moyens de pression. Pas de casque bleu
il n'y a pas de moyens de pression financière comme du côté de l'Union européenne. Et donc, nous faisons avec les armes que nous avons. Le seul moyen serait comme, et c'est assez radical, c'est comme pour la Russie, c'est une expulsion. C'est le seul moyen vraiment d'intervenir finalement. C'est vrai, mais l'expulsion, c'est un dernier recours. Et l'expulsion ne règle pas les situations qui sont à l'origine de cette expulsion, bien sûr. On le voit, et c'est ce qui me fait venir un petit peu sur le dossier de l'Ukraine. La guerre en Ukraine semble s'enliser, elle semble pas, elle s'enlise. Ça fait maintenant plus de 18 mois, 19 mois que ce conflit a débuté. On sait que l'Union européenne a des outils pour faire des sanctions. Certains marchent, certains ne marchent pas. Comment le Conseil de l'Europe, lui, peut-il aider l'Ukraine ? Alors, le Conseil de l'Europe a des activités multiples, sauf une, ce sont les activités militaires. Et donc, le Conseil de l'Europe ne soutient pas militairement l'Ukraine. Ça, c'est le rôle d'autres organisations internationales, comme l'OTAN, comme l'Union européenne également, et les différents partis qui soutiennent la juste cause de l'Ukraine pour la liberté et pour la démocratie face à l'agression russe. La manière dont le Conseil de l'Europe intervient, eh bien, c'est par l'aide à l'Ukraine en pensant à l'après-guerre, en pensant à la reconstruction d'un pays qui est actuellement dévasté. Et donc, nous avons un plan d'action, notamment pour faire de telle sorte que le système judiciaire et un certain nombre d'instances de l'Ukraine soient d'aplomb, y compris dans la perspective de rejoindre un jour l'Union européenne. Et puis, c'est un des acquis du sommet de Reykjavik, un registre des dommages a été lancé, il s'est mis en place, à la fois d'un point de vue budgétaire et par les recrutements nécessaires, pour faire le compte de tous les dommages infligés à la fois aux personnes, mais aussi aux biens, dans la perspective qu'un jour, des réparations puissent être versées à l'Ukraine. Des réparations par la Russie, bien entendu. Et donc, il faut commencer par établir une immense base de données avec de très puissants moyens informatiques, avec de l'intelligence artificielle, qui va recenser tous les dommages infligés par la Russie à l'Ukraine. Voilà une action très concrète du Conseil de l'Europe au service de l'Ukraine, de nos amis ukrainiens, également dans la perspective du rapprochement de l'Ukraine d'avec l'Union européenne. Et donc, de ce point de vue-là, le Conseil de l'Europe rend un service considérable à l'Ukraine, mais nous nous rendons un service à nous-mêmes parce que nous défendons évidemment des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Ouais, c'est un registre qui a été créé à La Haye, je crois. Voilà. Qui fonctionne. Ces bureaux, les bureaux seront à La Haye. À La Haye, près d'ailleurs de la Cour pénale internationale qui, elle, s'occupe, si je puis dire, du volet pénal en ce qui concerne les crimes de guerre, possiblement les crimes contre l'humanité commis par les agresseurs russes. Alors, je rappelle que nous sommes à la représentation permanente de la France au Conseil de l'Europe avec monsieur l'ambassadeur, monsieur Pape Ndiaye. Monsieur Ndiaye, on pourrait aussi revenir un petit peu sur la relation de la France avec le Conseil de l'Europe. On va dire que la France est très peu condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas le pays le plus condamné par la Cour des droits de l'homme, mais il y a quand même des fois des relations complexes, notamment avec cette Cour. Donc, comme je le disais, la France fait partie des États fondateurs. La France abrite le Conseil de l'Europe. La France a même eu 2 présidents de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, certaines voix s'élèvent contre cette CEDH lorsqu'elle prend des décisions qui ne conviennent pas, notamment souvent lorsqu'elle refuse l'expulsion de terroristes. Il y a même des sénateurs aujourd'hui qui ont fait une proposition de loi pour modifier notre Constitution et permettre de s'affranchir de certaines décisions de la Cour. Comment vous, en tant qu'ambassadeur de la France, vous voyez ces réactions ? Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, en effet, condamne très peu la France en comparaison d'autres pays. Et comme le disait le garde des Sceaux, qui est venu à Strasbourg il y a bientôt 3 mois, c'est toujours un peu irritant. Ça gratte, ça pique un peu lorsque la Cour européenne nous condamne, par exemple, sur les affaires de surpopulation carcérale, pour ne prendre que cet exemple. C'est normal. La Cour, elle est aussi faite parfois pour ne pas faire plaisir et pour rappeler les États un certain nombre d'engagements qui sont ceux de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est tout à fait
normal. Et la Cour a également en tête des objectifs qui peuvent être des objectifs de sécurité. La Cour valide très fréquemment des expulsions de personnes soupçonnées d'actes terroristes ou de préparer des actes terroristes. Cela se fait à condition que cela se fasse avec une procédure qui soit une procédure bien visée par le droit et que les choses se fassent en conformité avec nos engagements internationaux. Vous savez, la Cour, c'est le gardien vigilant, c'est le garde-fou aussi de nos droits les plus fondamentaux. Et donc, c'est en ce sens que le président de la République lui-même, à Reykjavik, a réaffirmé l'importance de la Cour pour la France, le fait que la France se conforme aux décisions de la Cour, y compris lorsqu'elles sont un peu irritantes. Et comme je l'ai dit, effectivement, la France est tout de même un très bon élève des droits de l'homme à l'échelle européenne. Et donc, la parole du président est quand même une parole forte, une parole décisive, et c'est pour nous ici à la représentation, mais aussi plus largement, c'est notre boussole. Monsieur Ndiaye, je me souviens de Jean-Paul Costa, un des anciens présidents français de la Cour européenne des droits de l'homme, malheureusement décédé récemment, qui présentait cette Cour comme un miracle permanent et qui se demandait même si dans le contexte actuel elle aurait pu voir le jour. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec l'élection par exemple de Geert Wilders aux Pays-Bas ou de gouvernements ouvertement hostiles à cette Cour et à cette convention, elle soit en danger? La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un pilier des droits à l'échelle de l'Europe et au-delà, parce que beaucoup de pays dans le monde se sont inspirés de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il serait donc fou de la mettre de côté ou de l'affaiblir. La Cour, c'est le joyau du Conseil de l'Europe et donc la Cour doit pouvoir exercer ses fonctions et je me réjouis d'ailleurs qu'elle soit renforcée budgétairement et la France participe à la solidité budgétaire de la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, vous avez raison, j'entends des déclarations dans tel ou tel pays remettant en cause la Cour. Souvent, ces déclarations se font dans des contextes électoraux où les effets de manche et les promesses méritent d'être regardés avec un tout petit peu de distance. Mais il est clair que nous avons à l'échelle de l'Europe un certain nombre de mouvements qui sont des mouvements populistes, nationalistes, qui remettent en cause les institutions supranationales, y compris l'Union européenne, le Conseil de l'Europe ou la Cour. Et ce qui est donc essentiel, et c'est peut-être d'ailleurs un des points importants, c'est de faire de telle sorte que les citoyens connaissent aussi bien que possible les activités de la Cour. Il y a un travail pédagogique sans doute à faire pour qu'ils puissent la défendre et comprendre que la Cour, au fond, les aide, est garante de leur citoyenneté et que la Cour n'est en aucun cas un obstacle à des enjeux qui seraient des enjeux de sécurité, par exemple, ou même des enjeux liés au fonctionnement des justices nationales. Alors, merci, notre émission se termine. Merci Monsieur Pape Ndiaye pour nous avoir reçus, pour avoir répondu clairement à toutes nos questions. Pour ce qui nous concerne, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Merci.